Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition à Charles King Radio consacrée au retour de la plus belle, de la plus grande, de la plus relevée des compétitions européennes. Je parle évidemment de la Ligue des Champions. Alors au programme du jour, on va vous présenter les 4 rencontres de la semaine à venir en commençant par Dortmund qui reçoit le PSG. Est-ce que les Allemands peuvent rivaliser avec les Parisiens? Ça sera la question centrale du premier débat. Ensuite, on parlera de la rencontre des tenants du titre, Liverpool qui se déplace à Madrid chez l'Atlético. Est-ce que les Colchoneros peuvent faire douter les Reds? Là aussi, vous verrez, les avis seront divergents. Concernant les rencontres de mercredi soir, Tottenham reçoit Leipzig. Est-ce que les hommes de Nagelsmann peuvent créer la surprise face à l'équipe de Mourinho? Et on terminera peut-être par la rencontre la plus indécise. L'Atalanta Bergame reçoit Valence. Peut-on dégager un favori pour cette rencontre? Les chroniqueurs devront se mouiller. Au passage, n'hésitez pas à liker la vidéo, activer les notifications via la petite cloche et pourquoi pas vous abonner, ça serait encore plus sympa. On se retrouve donc tout de suite autour de la table avec toute l'équipe pour cette édition spéciale Ligue des Champions. Bonjour à tous, voilà, toute l'équipe est installée autour de la table. Bonjour Manu. Bonjour David, Comment bonjour ça va à tous. Très bien, très impatient de voir tous ces matchs. Bonjour Patrick, le retour de notre gunner. Comment ça va? Bonjour David, bonjour à tous, bon dimanche à tout le monde. Ça va très bien, d'être à cette semaine de Champions League avec des matchs qui vont être très Est-ce que très tu as intéressants. un match en cible? Moi c'est Atlético Madrid-Liverpool, j'aimerais bien une Ah, petite tu surprise. attends, Moi, j'attends une petite surprise. On verra le débat, tout à l'heure. Et Bruno fait également son retour. Bonjour Bruno, comment ça va? Salut David, bonjour à tous, ça va très très bien. Très bon match de l'Atalanta hier, une très bonne deuxième mi-temps. Et évidemment, c'est le match que j'ai envie de voir absolument cette semaine. C'est mercredi soir, hein, Talenta Valence. Messieurs, on va commencer par les rencontres de mardi soir avec Dortmund PSG. On va s'intéresser d'abord au compo des deux équipes, en commençant par celle des Parisiens. Tuchel osera-t-il aligner un 4-4-2? Alors un 4-4-2 pour le PSG, on sait bien que c'est un dispositif très offensif avec limite 4 attaquants. Avant de s'intéresser peut-être à la ligne de 4 qui va jouer devant, Manu, est-ce que tu penses que le 4-4-2 c'est un dispositif adéquat pour se déplacer à Dortmund lors d'un huitième de finale aller? Je pense que oui, parce que les derniers matchs du PSG, ils l'ont joué en 4-4-2. Depuis le match contre Montpellier, où ils avaient gagné 1-3, même si c'est Sarabia qui va jouer à la place de Di Maria, depuis lors, ils jouent toujours avec ce dispositif-là. C'est un dispositif qui marche. Donc, je ne vois pas pourquoi Tuchel changerait, même si c'est vrai que Dortmund se caractérise par sa puissance offensive. Maintenant, le problème, c'est surtout au niveau de la défense du PSG, où il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Donc, est-ce qu'ils seront à 100%? Je parle de Thiago Silva, je parle également de Marquinhos, de Bernat. Donc, ce sont des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, en manque de rythme, mais je crois qu'ils seront quand même titulaires pour ce match. Alors, la composition donc probable, s'il y a évidemment 4-4-2, Keylor Navas dans les buts. Manu, tu faisais référence au retour de blessure des défenseurs. Marquinhos est rentré hier face à Amiens. Donc, on risque de voir la paire de défense brésilienne, Marquinhos, Thiago Silva. Meunier, D'autant que Kimpembe est blessé. Oui, Donc, oui. il est également douteux. Sinon, ça aurait été Kimpembe. Meunier, Bernat sur les côtés. Non, concernant Bernat, il a été longuement blessé aussi. Il est revenu, il a joué, je pense, une demi-heure contre Dijon en coupe. Et hier, il a encore joué une demi-heure. Donc, il n'est pas à 100% non plus. Meunier, le Belge, à l'arrière droit. L'entrejeu Verratti, Gueye. Et puis, voilà, les 4 offensifs, Bruno. Neymar, voilà, qui était remis sur le côté hier. Donc, il n'a pas joué hier face à Amiens. Il était mis en repos. Mbappé également. Icardi, Di Maria. Voilà, donc c'est la ligne de 4, des 4 fantastiques, comme ils disent en France. Ouais, pour moi, par rapport au 4-4-2, ok, le PSG a joué beaucoup de fois avec ce système-là. Mais pour moi, quand on voit la force des flancs, avec notamment Hakimi qui a fait un match contre l'Inter extraordinaire, je pense, un des meilleurs matchs de l'année, certainement pour lui. Ça me paraît un peu Donc c'est léger. trop offensif pour toi? C'est trop offensif. Je pense que quand on va avoir Hakimi, Di Maria qui va devoir défendre peut-être contre Hakimi ou contre Piszczek, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de défendre pour lui. Donc moi, je pense que 4 joueurs offensifs En Ligue des mis comme ça Champions. en Ligue des Champions à Dortmund, je pense que c'est trop risqué. Et maintenant, voilà, peut-être qu'il va prendre le risque. Je pense qu'il y aura un petit changement par rapport aux 4. Moi, il me semble que, comme Neymar revient de blessure, il sera plus positionné au centre, dans un 4-2-3-1.
et Mbappé plutôt sur le côté gauche parce que Mbappé est plus fit et donc pour faire les efforts et défendre. Neymar en vrai meneur de jeu, on dit Donc ça. Neymar en meneur de jeu. Je crois que ce sera vers ce dispositif-là qu'on se dirige avec Icardi en pointe. Maintenant, c'est vrai que face à une équipe aussi offensive, aussi forte offensivement que Dortmund, ça peut paraître risqué, mais si Tuchel change et que ça tourne mal, bien, on risque de lui reprocher également. Oui. Alors, il y a Neymar avec un petit point d'interrogation à l'écran. C'est parce qu'il a été mis donc en repos hier face à Amiens. Mais bon, tout le monde pense, Patrick, qu'il Ouais, va jouer. Tu penses que c'est quasi sûr, toi aussi C'est que quasi le sûr, je Brésilien- pense aussi. Et puis en revenant par rapport à ce que Bruno a dit, je pense aussi que Tuchel va aller aussi à Dortmund dans le sens de marquer le but à l'extérieur qui va permettre Carrément aussi gagné, en fait. de revenir, ouais, carrément gagner ou même de revenir à la maison au Parc des Princes avec un avantage psychologique par rapport à Dortmund. Et on sait très bien que les buts à l'extérieur sont très très importants en Champions League. Et je pense que jouer offensivement à Dortmund, c'est ce qu'il faut. Après, surtout qu'il faut savoir que Dortmund aussi encaisse beaucoup beaucoup de buts. Ouais. Ils n'ont pas une défense très On rassurante. verra les derniers scores de Et, Dortmund, je vais les afficher après. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut voir que Dortmund, finalement, à domicile, c'est assez solide, même s'ils encaissent pas mal. Mais à l'extérieur, en Ligue des Champions, on les a vus fort en difficulté à Ouais. l'Inter, au Barça. On les a vus en difficulté aussi au Bayern Munich, en championnat. Ouais. Donc dans les grands matchs à l'extérieur, ils prennent pas mal de goals. Donc je pense que le PSG va être plus prudent que ce qu'il a montré la Alors, dernière semaine. Maintenant, pour revenir un peu à la compo du PSG, après Donc le match hier, contre Amiens, hier, Amiens c'est parce hier, que je voulais signaler aussi, faire la remarque pour la défense centrale. Thiago Silva était à la rue hier pendant la première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps pour Marquinhos qui revient de quelques semaines de blessure. Là, mon inquiétude pour le PSG, c'est plutôt au niveau de la défense centrale, messieurs. Est-elle fiable Thiago Silva ne s'est pas du coup tout concerné hier par le match contre Amiens. Il est responsable quasiment sur les 3 premiers buts encaissés. À Dortmund, c'est quand même un autre niveau. Va-t-il enfin se mettre dans sa bulle? Ouais, mais Va-t-il... il faut quand même relativiser parce qu'on sait que tous les joueurs de PSG pensent au match à Dortmund. Hier, c'était une équipe remaniée aussi. C'est une équipe remaniée, c'était prévu que Marquinhos joue une mi-temps et que Thiago Silva joue une mi-temps. Thiago Silva avait déjà commencé en match de coupe contre Dijon, donc le plus important c'est Dortmund. Hier c'était vraiment une formalité je pense pour eux. Ils sont bien revenus en deuxième mi-temps. Donc pour revenir à le compo, après le match, Thiago Silva a comme déclaré qu'il était sûr que Neymar jouerait mardi, même si Tuchel a laissé planer un doute en disant qu'il prendrait une décision aujourd'hui. Alors, autre homme peut-être important qu'on ne voit pas encore sur la compo, Sarabia, messieurs, Pablo Sarabia est en pleine forme avec le PSG. Est-ce que vous le voyez peut-être s'insérer dans le 11 titulaire mardi soir? Si Neymar ne joue pas, je pense que c'est Sarabia qui prend sa place dans un 4-4-2. On pourrait Dans un 4-4-2? Oui, dans un 4-4-2, je pense. 4-3 est à exclure. Je pense que le 4-3 est à exclure pour les raisons qu'on a indiquées, parce que depuis le match contre Montpellier au mois de décembre, le PSG joue en 4-4-2. Maintenant, s'il faut revenir en 4-3-3, peut-être que Sarabia prendrait place au milieu du jeu à côté de Gueye et de Verratti. Très bien, on va peut-être passer à la compo de Dortmund avant de passer au débat central du match. Regardez, messieurs, les résultats, les 5 derniers résultats des Allemands. Bon, c'est une machine offensive, 19 buts marqués en 5 matchs. 5-0, 5-1 face au FC Cologne, 5-0 face à Lyon-Berlin, battu en Coupe 3-2 au Werder Bremen, battu la semaine passée en championnat à Leverkusen 4-3 en ayant mené 2-3. Et ce vendredi, ils se sont régalés face à Francfort 4-0. Il y a quand même, à l'extérieur, on le voit, 7 buts encaissés en 2 matchs. La faute à quoi? Peut-être, j'ai envie de dire, à un système très offensif. C'est quasiment un 3-4-3 côté Dortmund, avec probablement, mardi soir, Burki, Zagadou, Hummels, Piszczek à 3, l'entrejeu Witsel-Kahn. Sur les côtés, Guerrero, Hakimi et le trio très offensif, Alan, Sancho, Torgan Hazard. À noter les blessures évidemment de Julian Brandt et Marco Reus. Qu'est-ce que tu penses toi Bruno de cette compo de Dortmund? Est-ce qu'elle peut faire mal au PSG et appuyer finalement sur les points faibles des Français? Moi, je pense que déjà l'ajout de Emre Can va apporter beaucoup à cette équipe-là. C'est vraiment le joueur qu'il fallait. On a Witsel qui est plus vraiment un meneur de jeu qui joue finalement un peu plus haut que ce qu'il a fait par le passé. Et donc avoir quelqu'un comme Emre Can qui récupère beaucoup de ballons, ça va être la clé du match. Pour moi, c'est la paire Witsel-Can qui va être la clé du match. Qui peut rivaliser avec Gueye et Verratti. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça va être des beaux duels, je pense. Emre Can contre Verratti, ça va être du costaud au niveau de l'agressivité. Alors le revers de la médaille, j'ai envie de dire, c'est pas trop offensif quand même pour une équipe armée Après, jusqu'aux dents ouais. comme le PSG. Après, je pense qu'avec leur enthousiasme à domicile, je pense qu'ils ont 2 gros travailleurs dans le milieu de terrain.
Ils peuvent se le permettre à domicile, à l'extérieur. Il faut voir comment ils vont. Donc aborder avec une le match. compo pareille, vous dites que Favre va pour marquer des buts, Oui, donc je il pense ne qu'il va à calcule fond. même pas. Non, C'est non, je vraiment pense pour faire mal, marquer le plus de buts possible, quitte à en prendre, mais en marquer encore plus que le PSG peut-être. Donc Je crois que les défenseurs doivent être attentifs sur les balles en profondeur, parce que c'est dans le dos de la défense que Dortmund est le plus souvent pénalisé, d'autant que Hummels n'est pas très rapide, Zagadou, Non plus. c'est un joueur assez rapide, mais c'est quand même pas le plus rapide non plus. C'est pour ça qu'on a remis Piszczek à la place d'Akanji, parce qu'Akanji était plutôt en méforme et se laissait facilement avoir. Ils doivent être très attentifs par rapport à ça, d'autant qu'on sait que Mbappé prend très très bien l'espace. Et donc maintenant, s'ils sont attentifs, je pense qu'ils peuvent faire très mal sur les côtés. On a parlé d'Hakimi, mais également à Guerreiro, qui est un joueur qui s'infiltre très très facilement. Et donc, ça peut être un véritable casse-tête pour le dispositif défensif du PSG, qui eux aussi devront être très attentifs aux infiltrations de ces deux joueurs qui risquent d'être, qui pour moi seront la clé un petit peu du. Meunier est en match. danger alors. D'autant que Meunier n'est pas le meilleur des défenseurs non On plus. s'en souvient au Real il y a 2 ans, je me demande si le PSG, quand ils prennent 2 buts comme ça dans les 10 dernières minutes, c'est pas du côté de Meunier que ça vient, qui coule avec un but de Marcelo de Cristiano Ronaldo. Et en plus de leur qualité offensive, ils ont vraiment une qualité vraiment de finition. Guerreiro, Hakimi, c'était quand même des défenseurs très hauts, Quand on regarde qui marquent pas et mal. qui savent quoi, hein, marquer donc, aussi. Le but de Guerreiro, je ne sais pas si vous l'avez vu ce vendredi, magnifique, est magnifique. magnifique. Une frappe instantanée d'un milieu de terrain, on aurait dit. oui, oui. en Et plein- Hakimi aussi, un des Hakimi qui meilleurs était buteurs encore en Ligue mode des assist. champions, je pense, de Dortmund, C'est ouais. un but, qui est un truc, hyper je lucide pense. devant le Mais but. Guerreiro, c'est plus un milieu de terrain qu'un Ouais. défenseur. On Ouais, peut dire que c'est un ouais. latéral très très offensif. Je pense à l'Euro, il avait joué au milieu de terrain à un moment. non Oui, je pense. On n'a pas 2016. parlé de Haaland, messieurs, donc il fait son retour encore en Ligue des Champions puisqu'il a fait la phase de groupe avec Qui est en très bonne forme, en plus. Salzbourg et donc il joue ici, qui est un grand test. Le grand test contre Liverpool en phase de groupe, c'était pas trop bien passé pour lui au match retour. Je parlais évidemment. Il avait été vite éteint, il a raté quand même quelques occasions. Ici, il a de quoi se rattraper. Est-ce que vous voyez faire mal à Thiago Silva et Marquinhos? Oui, parce que je pense que c'est pas la même paire avec Van Dijk et éventuellement Lovren. Donc Et je Gomez, pense que ça ouais. sera il y a une dynamique qui est, je veux dire tous les fans de Dortmund sont Emballé, 100% derrière c'est lui. emballé, hein. sont complètement fans. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il va vraiment jouer là-dessus dès les premières minutes, montrer qu'il est en forme exceptionnelle. Il marque toutes les Surtout 36 qu'il minutes. est- Donc, Surtout qu'il est dur à défendre parce qu'il est aussi assez grand. Et quand on voit la taille de Haaland par rapport à Thiago Silva, et par sur les rapport à jeux Marquinhos, ça peut le faire aussi. Moi, ce que j'attends de ce match, on va faire ensuite le débat, mais quand on regarde la compo de Dortmund, 3 attaquants, Haaland, Hazard, Sancho, Guerreiro, Hakimi, qui sont des latéraux très offensifs. On a limite 5 joueurs offensifs pour marquer des buts. Côté PSG, il y a 4 attaquants limite sur le terrain, donc on a peut-être 9 attaquants sur les 22 joueurs pour parler comme ça. Donc on ne peut s'attendre finalement qu'à un spectacle offensif. Est-ce que vous voyez autre chose mardi soir? Il faut peut-être un petit peu modérer ce que tu dis, parce qu'on sait que Favre connaît les problèmes défensifs de son équipe, et je crois qu'il va essayer d'avoir la possession le plus longtemps possible comme arme défensive, donc pour priver le PSG du ballon. C'est un peu ce que les supporters de Dortmund reprochent à Favre. Finalement, Favre est plus un coach défensif qu'offensif. En fait, ils veulent dire que c'est pas un coach de transition rapide comme l'était Klopp, et donc c'est un peu ennuyeux. Donc il insiste sur la possession du ballon depuis l'arrière, mais parfois c'est lent, c'est beaucoup de passes presque inutiles, donc on n'avance pas. Et donc je pense qu'il va insister là-dessus pour éviter le plus possible les transitions rapides des joueurs du PSG qui sont très forts. Maintenant, pour revenir à Dortmund un petit peu, je pense que la blessure de Reus manque beaucoup à cette équipe, parce que Hazard revient de blessure, il a repris ici contre Francfort, mais il n'est pas du tout au niveau de Reus. Et je pense que c'est un joueur prépondérant. L'année passée, lorsque Dortmund avait dû jouer les huitièmes de finale contre Tottenham, eh bien, il avait dû composer avec la blessure de Reus, et ça coïncidait avec une baisse de régime de l'équipe de Dortmund, qui avait perdu pratiquement toute son avance en championnat sur le Bayern et qui avait été battu 3-0 à Londres. Donc c'est un joueur qui est très important dans le dispositif offensif de Dortmund, et le fait qu'il ne soit pas là, c'est quand même un gros point faible. Et psychologiquement aussi, est très important aussi, parce que c'est l'âme du club. Il apporte aussi, c'est l'âme du club, c'est l'enfant du club, c'est quand même le capitaine aussi. Alors la question donc qui fait débat, est-ce que les Allemands peuvent rivaliser avec les Parisiens? Autrement dit, peuvent-ils faire un bon résultat mardi soir? Bruno, qu'est-ce que tu prédis? Oui, moi, en repensant au match, je pense à un 3-1 pour Dortmund.
Ah ouais, carrément. Un 3-1 On sur le reviendra en match fin aller. d'émission avec les pronostics. Ah ouais, tu vois que Dortmund va Ouais, s'imposer. je vois quand mardi même soir. Dortmund s'imposer. Je vois vraiment Ils Alan ont les armes selon peser, toi peser pour... sur Marquinhos énormément dans les duels. Et derrière, sur les flancs, comme on l'a dit, ça va aller très vite. Donc je pense que sur le match aller, Dortmund va essayer de prendre les 2 buts d'avance avant Ouais. d'aller à Paris. Je pense que si Dortmund ne va pas à Paris avec un but d'avance, ça va être compliqué. Ouais. Donc voilà. Donc pour toi, les Allemands sont armés pour faire mal au PSG. Messieurs, est-ce que vous avez un avis un peu moins tranché? Je suis d'accord avec Bruno. Si Dortmund veut espérer éliminer le PSG, c'est en faisant un bon résultat ici. C'est une équipe qui est très forte à domicile. C'est la meilleure équipe de Bundesliga à domicile, mais qui est plutôt faible à l'extérieur. À domicile, ils ont une moyenne de 4-1. Donc ils ont marqué 40 buts, encaissé 10 buts. Tandis qu'à l'extérieur, c'est une moyenne de 2-2 comme résultat. Donc effectivement, leur point fort, c'est chez eux. Et s'ils veulent se qualifier, évidemment, ils doivent faire un score, en tout cas au moins essayer de gagner. Mais leur faiblesse à l'extérieur fait que pour moi, le PSG est quand même le grand favori de l'éliminatoire, même si c'est vrai qu'une courte défaite du PSG n'est pas à exclure. Mais je vois quand même le PSG plutôt, gagner le match mardi. Le match aller, carrément. Le match aller, oui. Ouais, parce qu'en fait, le PSG est en mission quasiment à Dortmund. On n'en parle que de ça. On parle que de ça dans la presse française depuis un mois. Leonardo a essayé de faire baisser la pression, mais on sent que c'est quand même le tournant quasiment de la saison pour les Parisiens. Patrick, tu es optimiste pour Dortmund ou Moi, alors, je suis optimiste pour Dortmund, mais comme je suis... je pense que Dortmund à l'extérieur va peiner, va avoir du mal au Parc des Princes, mais je pense qu'ils vont gagner à l'aller. Et Ah ouais. je pense que le PSG marquera ce but qui fera la différence pour le retour. Donc un match à but, quoi qu'il arrive, selon vous. Oui. On verra les pronostics en fin d'émission. En quoi le PSG peut être supérieur à Dortmund? Mais c'est surtout ses attaquants, c'est surtout cette animation C'est ça la grande offensive. différence. Mbappé, Neymar, et puis ce banc aussi qui fait la différence par rapport à Dortmund. Le PSG a un banc qui est suffisamment fort pour ne fût-ce qu'avoir des problèmes, faire des ajustements pendant le match. Ouais. Et je pense que Tuchel est capable de passer Dortmund et d'aller en quart de finale. Oui, et puis bon, à Dortmund, il manque pour moi le meilleur joueur de Dortmund, c'est Ouais, Reus, ouais. qui n'est pas sûr de jouer le match retour. Puis c'est une question de motivation. L'objectif du PSG, c'est la Ligue des Champions, c'est pas autre chose. Ouais. Tandis que pour Dortmund, c'est pas vraiment un objectif prioritaire. Le plus important pour eux, c'est la Bundesliga, être champion ou se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais je pense qu'au niveau de la motivation, le PSG, c'est vraiment le grand objectif. Donc voilà. Il y a un secteur de jeu dont on n'a pas parlé, qui a beaucoup changé au PSG, je pense que c'est le gardien. Ouais. Keylor Navas est un gardien de Ligue des Champions Champions. qui a sauvé de nombreuses fois le Real Madrid. Là aussi, pour moi, c'est un secteur où le PSG est meilleur que Dortmund. On va enfin voir un gardien taillé pour la Ligue des Champions en phase finale côté parisien. Et ça peut être une des grandes différences. Parce que dans la presse, on parle évidemment que de Neymar et Mbappé. Mais je n'ai pas entendu beaucoup parler de Keylor Navas. Pourtant, lui, il fait toujours ses matchs. Il a 33 ans, 34 ans, je ne sais plus le costaricien. Mais bon, voilà, c'est quand même un élément indispensable maintenant pour gagner la Ligue des Champions. C'est un gardien de très haut niveau. Très bien, messieurs, on reviendra en fin d'émission donc, sur le pronostic Dortmund-PSG comme pour les autres affiches. Le deuxième match de mardi soir en même temps que Dortmund-PSG, c'est Atlético Liverpool. On va s'intéresser encore une fois d'abord au compo de chaque équipe, puis faire un petit débat sur le match. On va un peu parler de l'Atlético. D'abord, Manu, il y a quelques confrontations historiques entre les deux. Bon, il faut remonter il y a une dizaine d'années. C'était à la fois en Ligue des Champions et en Europa League. Oui, en Ligue des Champions, ils étaient dans le même groupe lors de la Ligue des Champions 2008-2009. Avec Marseille et PSV, je Et pense. PSV, exactement. Et donc, les deux matchs s'est soldé par deux matchs nuls, 1-1 à Madrid et 1-1 à Liverpool, grâce à un but sur penalty de Steven Gerrard. Et puis, ils s'étaient également affrontés en demi-finale de l'Europa League en 2010. La saison suivante. La saison suivante. Et là, l'Atlético était passé en finale grâce à un but marqué à l'extérieur à Liverpool. C'était 1-0 à Madrid et 2-1 à Liverpool. Dans les Mais évidemment, prolongations, les je choses- pense. Dans les prolongations, oui. Diego Forlán, ouais, je me souviens. Diego Forlán. Ouais. Mais bon, depuis lors, évidemment, les choses ont beaucoup Ouais, on est changé. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, et donc évidemment les dynamiques se sont vraiment inversées. Même si en 2010, Liverpool sortait d'une grosse période avec les deux finales jouées en 2005-2007, tandis que l'Atlético était encore une équipe presque anonyme. Et arrivait quelques années après sur le toit de l'Europe quasiment. Mais donc c'est vrai que c'est une toute autre période. Simeone n'était pas encore là d'ailleurs. Et Simeone n'était pas encore là.
Alors, toute période et tout autre problème maintenant pour l'Atlético. Quelle attaque alignée contre les tenants du titre? Regardez, messieurs, le dernier score de l'Atlético, les 5 derniers résultats, battus 2-0 à Eibar. Donc, sans marquer de but. Score nul et vierge face à Leganés à domicile, 0 but marqué. Défaite au Real, 1-0, 0 but marqué. La semaine passée, ils se sont imposés 1-0 face à Grenade à domicile. Et vendredi, exploit, ils ont réussi à marquer 2 buts face à Valence. Donc, on est quand même qu'à 3 buts en 5 matchs. Quelle attaque alignée, Manu, pour régler tous ces problèmes, enfin, pour régler au mieux les problèmes offensifs mardi soir, parce que c'est quand même Van Dijk en face et Joe Gomez, certainement. Mais Morata n'avait pas joué les 2 derniers matchs. Il était sorti blessé contre le Real. Ouais. Donc ici, il n'a pas commencé non plus contre Valence. Il est rentré, je pense, à un quart d'heure de la fin. Donc je pense que Morata va jouer comme titulaire. Et à côté de lui, peut-être l'homme le plus en forme offensivement de l'Atlético, c'est Correa. L'Argentin qui va jouer comme second attaquant, qui est l'homme le plus efficace de l'Atlético cette année-ci, avec 4 buts et 5 passes décisives. Donc je pense que ça sera l'attaque, même si Morata a peu joué au cours des 2 dernières semaines. Il va sûrement débuter le match, tandis que Costa, qui s'entraîne encore avec le groupe, n'est pas encore tout à fait prêt physiquement pour affronter ce genre de match. Donc ils vont jouer encore une fois avec 2 attaquants, certainement. Correa, Morata. Patrick, est-ce que c'est apte à inquiéter défenseurs de Liverpool? Comment tu le sens, ce duo? Correa en second couteau, oui, mais Morata, je pense que il n'a aucune chance. Face à Van Dijk. On parle que du match aller, on parle pas de la qualification globale. On parle que du match aller. Face à cette défense de Liverpool qui est assez solide pour moi, qui est capable de contenir Morata, même Correa sur certaines. Parce que Correa, c'est quand même un joueur assez technique, vif, qui est quand même rapide, qui peut faire du mal quand même à Van Dijk, qui est aussi quand même assez rapide, mais sur certains gestes techniques, il peut quand même le passer. Après, c'est vrai que face à Donc c'est trop inoffensif selon toi? Ça va être dur, en tout cas, ça va être dur, mais on ne sait jamais dans le foot. C'est ça qui est beau, c'est qu'il suffit d'un jour sans de Liverpool et un but peut arriver de nulle part de l'Atlético. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le danger plus de l'Atlético viendra plus de la deuxième ligne. Ouais. On l'a vu un peu contre Valence, on a vu pas mal d'occasions de la seconde ligne, dont le but de Thomas Partey, vraiment magnifique but. Ouais. Donc selon toi, le danger, il viendra à la deuxième ligne, parce que je pense que Morata n'est pas dans une bonne saison, on le sait tous. Il marque peu, mais il n'apporte pas énormément non plus au jeu de l'Atlético. Donc on compte plus, à mon avis, sur la deuxième ligne, sur Coquet aussi. Ce qui est un peu dommage pour l'Atlético, c'est qu'on sait qu'en Ligue des Champions, les saisons précédentes, ils ont beaucoup compté sur des phases arrêtées. Mais là, ici, contre Liverpool, ça va être quand même difficile de s'imposer, même si Savic est très bon, Felipe est bon aussi de la tête. Ouais. Mais c'est vrai que là, Bruno, tu mets le doigt sur un point important qui a beaucoup changé à l'Atlético. Avant, c'était une des forces de l'Atlético, les phases arrêtées. Maintenant, l'Atlético, c'est le plus mauvais élève de Liga en phase arrêtée. Ils ont encaissé 9 buts en comptant le coup franc de Palermo. Et ils n'en marquent pas. Contre Valence. Et ils en ont marqué quelques-unes. Ils en ont marqué, je crois, 6. Ça veut dire aussi que les joueurs ont changé, du coup, il y a moins aussi de joueurs de tête. Mais c'est évident. Mais en plus, ce qui est inquiétant, c'est que le point faible de l'Atlético, qui est quand même en phase arrêtée la plus mauvaise équipe de Liga, correspond avec un des points forts de Liverpool. Liverpool, cette année-ci, a marqué 15 buts de la tête, dont 12 sur phase arrêtée. Donc là, ça risque d'être un problème. Je ne sais pas comment ils vont le résoudre. C'est vrai que défensivement, c'est une équipe qui est moins solide qu'avant. D'ailleurs, Simone le dit, on a d'autres joueurs. Donc on attaque différemment et on défend différemment. Mais ce qui est évident, on l'a encore vu contre Valence, où ils reçoivent également encore 2 buts sur phase arrêtée, c'est que cette équipe tient moins bien un résultat et est plus friable défensivement qu'auparavant. D'ailleurs, pour le 11 probable en défense, Manu, on risque de voir le Colombien Arias, latéral droit, la paire défensive Felipe le Brésilien Savic. Et là, à l'arrière gauche, il y a une question. Est-ce qu'ils vont oser aligner la recrue brésilienne Renan Lodi, ou est-ce que Saúl va pallier justement ce côté gauche pour mettre un milieu de terrain en plus? Alors pour venir à la charnière centrale, normalement la charnière centrale titulaire c'est Jiménez, Felipe. Et Savic aussi. Ou Savic, mais bon, Jiménez ne joue plus depuis la finale de Super Beaucoup trop blessé. Contre le Real. Il se retrouve encore avec le groupe, donc ce serait quand même une surprise de le voir commencer contre Liverpool. À l'arrière gauche, c'est vrai que c'est un problème parce que Lodi, c'est un joueur qui manque d'expérience, qui n'est pas bon défensivement, qui a des problèmes de placement. Mais c'est vrai qu'il a joué au Real, par exemple. Par contre, il y a une autre solution, notamment dans le match à domicile contre le Barça.
c'est Saoul qui avait joué à gauche à la place de Lodi. Il est un peu meilleur défensivement. Il est meilleur dans le jeu aérien que Lodi, mais ce n'est pas un arrière latéral pur. Donc, évidemment, ça risque d'impacter le jeu offensif de l'Atlético. Moi, je pense que, même si on peut avoir un doute, je pense que Simeone optera pour la solidité de Saoul, même si cette solidité n'est pas tout à fait la même qu'un pur arrière latéral. Conséquence au milieu de terrain, on risque de voir Thomas, alors en 6, et un milieu comme ça en 4-3-1-2, j'ai envie de dire, avec Coquet un peu plus haut. Oui, c'est comme ça qu'il a joué lors du match contre Grenade et également à Valence, avec un Coquet plus proche des attaquants, parce que c'est là qu'il est le plus fort, grâce à sa vision de jeu. Et Llorente, qui maintenant fait partie des titulaires, plutôt sur la droite. Maintenant, si Saoul joue comme arrière latéral gauche, ce sera sûrement Vitolo à gauche. Si c'est Lodi, ce sera Saoul qui prendra sa place. Très bien, messieurs. Donc on verra le 11 de l'Atlético mardi soir. On va passer avec Patrick au 11 de Liverpool. Hier, il a fait rentrer Mané et Fabinho, mais on risque de voir le 11 titulaire quasiment de la finale de l'an passé, finalement, de Liverpool. Oui, le même 11 titulaire. Et puis, à part Matip qui jouait en finale. Oui. Ouais, ici, j'ai mis Joe Gomez. Liverpool qui est de retour aussi à Madrid, là où a été sacrée cette grande équipe. Moi, je pense que Liverpool va rien changer. Klopp va mettre son 11 départ avec la même physionomie, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, du jeu direct, du jeu avec un grand pressing, une grande transition vers l'avant, et puis les trois fantastiques devant qui vont faire le travail. Qui vont faire beaucoup de mal, notamment quand on voit sur Arias. On imagine le duel entre Arias et Mané ou Salah qui change parfois de côté. Ça risque d'être difficile à ce niveau-là. Alors il y a aussi d'autres joueurs impossibles côté Liverpool. Ils ont récupéré toutes leurs cartouches. Oxlade-Chamberlain également présent. On l'a vu beaucoup plus cette saison puisqu'il était fort blessé les 2 dernières saisons. Le milieu de terrain, Wijnaldum, Henderson, Fabinho, ça sera ce milieu-là, Manu, mardi soir face à l'Atlético. N'oublions pas que l'Atlético compte aussi sur la bataille du milieu de terrain. Ils vont sûrement avoir un milieu très renforcé avec Llorente, Thomas, Coquet, notamment pour défendre. Les 3-là sont les mieux armés pour gagner finalement cette bataille. Oui, je crois, même si Wijnaldum n'a pas fait un beau match hier à Norwich, maintenant c'est vrai que plusieurs n'ont pas été tout à fait à la hauteur parce que c'est un match également de reprise après une petite mini-trêve. Effectivement, moi je pense que ces trois vont jouer, même si Keita hier a été assez entreprenant, même s'il n'a pas été toujours en réussite. On sait bien que ce n'est pas un titulaire indiscutable, et le fait de jouer comme ça 3 jours à Norwich, ça prouve qu'il sera sur le banc sans doute mardi soir. Probablement. Donc je pense qu'une équipe de Liverpool sans grosse surprise avec Joe Gomez et Van Dijk en défense centrale. Une petite reprise hier, c'était pas un grand Liverpool, mais ce qui est un peu normal après une petite cassure. Et puis un très bon Henderson encore qui fait encore une passe décisive. Donc c'est un peu le maître à jouer de ce Liverpool. Il a de plus en plus d'importance. Et puis on sent que tout est soigné dans cette équipe. On met Henderson plutôt comme relayeur droit pour compenser la faiblesse défensive d'Arnold. Et on met Wijnaldum du côté gauche, du côté de Robertson qui est quand même un peu plus efficace, un peu plus fiable défensivement. Sadio Mané a fait son retour après 3-4 semaines de blessure. Et quel but quel but, le contrôle. Après peut-être une petite faute sur les défenseurs, mais bon. Le contrôle est génial. Et on a vu toute la spontanéité de ce joueur. Il n'a pas hésité. En fait, c'est ça même qui caractérise Liverpool, c'est que dans toutes les positions, que ce soit dos au but ou avec un contrôle raté, etc., ils peuvent marquer. En fait, c'est pour ça aussi que c'est une machine à but, les Reds. Par contre, hier, ils ont été un peu moins bons au niveau des centres. Robertson a été plutôt imprécis, mais surtout Alexander-Arnold. On sait que c'est un des meilleurs donneurs d'assist en première ligue. Oui. Et là, on a vu qu'ils étaient, ils un reprenaient, peu moins en forme que d'habitude. Il y avait quand même pas mal d'imprécisions à ce niveau-là. Après, peut-être juste un dernier mot sur un petit plus peut-être pour l'Atlético, pour leur donner un peu de baume au cœur. Je pense qu'ils vont jouer dans un système qui va ressembler un peu au niveau du milieu de terrain à ce que Naples a fait en Ligue des Champions, un milieu de terrain très compact, à 4, mais assez central pour empêcher les transitions rapides entre la défense et l'attaque. D'ailleurs, oui, c'est une des stats de cette saison. Liverpool est certes invincible pour le moment en Première Ligue, mais ils ont été battus à Naples 2-0 lors de la première journée de la phase de groupe. Il faut dire que
l'Atlético, chez lui, c'est une forteresse. Donc l'Atlético peut-il faire douter Liverpool? On va rentrer petit à petit dans ce débat. C'est une forteresse, la dernière défaite remonte à la phase de groupe saison 2015-2016, je pense, Non, en Ligue des Champions. 2017-2018, contre Chelsea. Oui, contre Chelsea, c'est ça. Contre Oui, Chelsea, ils ont fait ça dans le troisième, un but de Je pensais Batshuayi. celle de Benfica, moi. Hein, Non, c'était la dernière défaite. Donc sur les 25 derniers matchs européens, donc une seule défaite contre Chelsea, un club anglais. Mais ils avaient été malmenés ce jour-là Oui, dominé. par l'équipe de Conte avec Morata un but était de là. Morata. Ouais, D'ailleurs, Morata était là. Un but de Morata également. Pour rebondir peut-être sur ce que Bruno disait, l'Atlético peut-il faire douter Liverpool sur ce match aller? D'accord, on ne parle pas de la double confrontation. Moi, Toi, tu pensais au match de Naples et au dispositif Ouais. mis en place à l'époque par Ancelotti. Oui, du c'est coup. ça, avec notamment Alan qui avait été vraiment exceptionnel au milieu de terrain, en vraiment récupérateur de ballon. Donc je pense que l'Atlético va faire douter Liverpool, mais je pense que ça va passer, dans le dernier quart d'heure pour Liverpool. Oui, la fatigue accumulée, vous voyez les Reds acculés, les Colchoneros. Ça Dans va leur dépendre dernier aussi du retranchement. score. Ça va dépendre du score. Moi, je pense que le but de Simeone, c'est de maintenir l'incertitude le plus longtemps possible, même si c'est un 0-0. Pour lui, ce ne sera pas un mauvais résultat. Même c'est vrai que si à Liverpool, ça va être compliqué. Et puis, je ne vois pas Liverpool vouloir gagner à tout prix non plus. Maintenant, on doit se rappeler qu'il y a 2 ans, en huitième de finale, à Porto, ils ont gagné 0-5. Donc, ils n'avaient pas fait les choses à moitié. Donc, s'ils en ont la possibilité, eh bien, ils vont faire la différence. Mais vu l'état actuel des choses, moi, je m'attends à un match plutôt fermé des deux équipes. Et je ne vois pas les deux équipes se livrer, surtout pas l'Atlético, évidemment, et pas non plus Liverpool. moi, par contre, je vois un 0-0 net. Donc, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi, 0-0 net avec une grosse bataille dans le milieu de terrain, comme Bruno l'a dit. Et je pense qu'avec ce résultat-là, tu peux faire douter un peu les hommes de Klopp. Et pourquoi pas aller à Anfield avec l'esprit de rage que Simone peut donner à son équipe, et pourquoi pas faire la surprise, on ne sait jamais. Mais le problème de l'Atlético, c'est qu'il y a également une grande différence entre à domicile et l'extérieur. Ouais, À l'extérieur, ce n'est que la 7e équipe de Liga. Ils n'ont pris que 15 points, tandis qu'à domicile, ils sont quand même un peu plus forts. Bah après, à 0-0 Donc, en Ligue des Champions, rien. C'est pas un mauvais Tu- résultat. Le Bayern pas avait fait condamné, t'es pas 0-0 l'année condamné, passée à Anfield, mais ils ont été battus 1-3 match retour. Après, L'Atlético donc peut-il faire douter Liverpool? Un match nul serait en fait un exploit, déjà un petit exploit. On même sait, un mais petit ils 1-0 ont, aussi. Hein. ils ont que des victoires et un seul match nul, c'est à Old Trafford en Première Ligue. Il y a Naples, pour moi, qui a fait une super performance en prenant 4/6 contre les Reds. Et le fait de reprendre après une mini-trêve, comme ça faisait 2 semaines sans match quasiment, vous ne pensez pas que c'est un facteur qui peut jouer sur la performance de mardi soir? L'Atlético, il n'arrête pas de jouer maintenant depuis la Coupe d'Espagne, etc. Souvent d'ailleurs, semaine, week-end. Et ici, Liverpool, c'est leur 2e match en un mois alors, quasiment, ou 3 semaines. Ils ont joué contre Southampton le 1er février, donc il y a eu 2 semaines de repos. Voilà, donc 2e match en 2-3 semaines. C'est bien. Surtout qu'ils n'ont En pas 3 joué en semaines. Cup. Il a laissé ses Et cadres. il avait laissé ses cadres au repos. Après, C'est un facteur important pour Après, ça peut être un facteur, mais aussi ne pas être un facteur, parce qu'il y a aussi un facteur qu'on oublie beaucoup à Liverpool, c'est le stade. Le quoi? C'est le Anfield. Ah ouais. C'est le facteur qui tue la Bon là, on plupart n'est des pas à grosses Anfield équipes. ici. En match Non, mais je veux dire pour le Justement, retour. C'est pour ça que je pense que Ouais. Liverpool ne va pas chercher absolument à gagner, à prendre tous les risques. Je veux dire, si Voilà. on sent un match compliqué, avec une grosse bataille milieu de terrain, comme tu as dit, le but, ça sera de ne pas être battu. Maintenant, il compte également sur le facteur à Anfield, là où en général ils font la différence. Très bien, on va revenir en fin d'émission sur le pronostic. Donc Atlético, Liverpool. On verra pour les Espagnols s'ils arriveront à faire l'exploit. Tottenham, Leipzig, on passe aux rencontres de mercredi soir avec, pour la compo de Tottenham, on a un peu réfléchi et on s'est dit, pourquoi Mourinho ne va-t-il pas en fait rééditer le même 11 que lors de sa victoire finalement la plus marquante de la saison? C'est face à Manchester City, c'était début février, 2-0 face à l'équipe de Guardiola. Alors, qui avait-il aligné ce soir-là? Loris dans les buts, qui avait fait d'ailleurs son retour, il avait raté un penalty. Tanganga, latéral gauche, Sanchez Alderweireld en défense centrale, Aurier, latéral droit, l'entrejeu Winks, Lo Celso, et puis 4 joueurs un peu plus offensifs, Son, Delali, Bergwijn, c'était son premier match, et d'ailleurs il a marqué son premier but, et Lucas Moura. Patrick, on sait que Harry Kane est blessé, Sissoko également, qui est un joueur très physique.
le seul doute qu'on peut avoir, c'est qu'il va insérer Ndombele dans son milieu de terrain. Est-ce que Tottenham a d'autres possibilités pour son 11 de départ? Moi, je ne pense pas. Non, moi je pense pas non plus parce Donc, que si on revient à la défense, Vertonghen a pour moi perdu sa place Ouais, on l'a vu. Hein. dans la tête Ouais. de Mourinho. Ouais. Dans le milieu de terrain, je vois pas, à part Ndombele qui pourrait rentrer à la place de Lo Celso parce que Wing c'est quand même un peu le métronome de cette équipe, il permet d'équilibrer le jeu de Tottenham. Et puis devant, Harry Kane n'est pas là, c'est la meilleure solution, c'est de mettre ce quatuor offensif. Alors, on l'a déjà vu, hein, on a déjà vu Tottenham sans Harry Kane l'an passé. Ils ont fait une campagne sans lui Exceptionnelle, quasiment. ouais. Avec C'est Son Son qui a avait pris, qui avait porté sur porté toute l'équipe sur ses épaules quasiment. On peut quand même hésiter à l'arrière gauche Tanga. à la place de Tanga Davis, mais il revient de blessure, donc revient c'est de pas blessure, sûr qu'il va être titularisé mercredi. Et puis une possibilité, c'est de jouer avec un milieu de terrain à 3, avec Wings, Lo Celso et Ndombele, au détriment d'un attaquant. À mon avis, à ce moment-là, c'est Adi qui ferait les frais de ce changement. Moi, pourquoi j'ai remis cette compo-là? Parce que, et même certains supporters de Tottenham n'ont aucune idée de comment ils vont jouer mercredi soir. Mais voilà, Mourinho revient sur la scène européenne après combien de temps? Je crois que le dernier match européen, c'était face à Séville, il y a 2 ans. C'est ça, avec Manchester. avec Manchester United. Depuis lors, on ne sait même plus, on l'a même plus vu en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'on a très peu d'indices sur la compo de départ de mercredi. On sait bien que Mourinho aime bien mettre 2 joueurs devant sa défense. C'est pour ça ici qu'on a mis Wings, Lo Celso. Mais est-ce que Ndombele n'est pas plus armé, n'est pas plus physique pas plus pour défensif que Lo jouer? Celso aussi. C'est ça, pour jouer face aux Allemands. Voilà, c'est pour ça qu'on se demande la compo d'équipe. Au niveau offensif, il n'y a pas Kane, donc ça réduit les choix. C'est pour ça qu'on a mis Bergwijn, Dele Alli et Lucas Moura. Les 3 là, donc Moura, Dele Alli, c'était aussi quand même des joueurs qui ont fait partie de la campagne européenne de Tottenham, qui ont été très importants. Après, le problème que Mourinho a aussi, c'est qu'il n'est pas sûr de savoir si Ndombele sera fit pour ce genre de match. C'est quand même un joueur qui est assez souvent blessé. Après, le fait de mettre aussi Lo Celso dans ce milieu, c'est aussi avoir cette patte technique. Et Lo Celso est quand même un joueur qui est capable d'aller vers l'avant, capable de faire la passe, qui peut amener le but. Il est capable aussi de se créer lui-même ses occasions aussi. Et je pense qu'aussi le fait d'avoir 2 créateurs comme Lo Celso et Dele Alli permet aussi à Moura et à Son de prendre cette profondeur qui caractérise leur jeu. Ils sont tellement rapides. Surtout Son qui est capable de venir derrière le défenseur, capable de venir sur le côté droit et armer sa frappe droite. Et puis Bergwijn qui est assez vif sur le côté. Qui est venant du PSV. Après, on sait aussi que Mourinho, dans les matchs de Ligue des Champions, avec les grands matchs qu'on connaît, c'est un entraîneur qui adapte énormément son équipe par rapport à l'adversaire. Ici, le problème, c'est que l'adversaire, lui aussi, s'adapte énormément à son adversaire propre. On a vu Leipzig qui a souvent joué à 3 en défense, mais parfois, ils ont joué un 4-2-4 aussi. On les a vus dans certains grands matchs en Bundesliga. Bon, ici, je pense qu'ils n'oseront pas le refaire, mais... Donc c'est vraiment, je pense que Mourinho doit se poser beaucoup de questions par rapport à... C'est un match indécis. Plus par rapport à la formule, à mon avis, que par rapport aux joueurs même. D'accord. On va peut-être passer aux Allemands avant de passer au débat. Manu, à quoi faut-il s'attendre pour Nagelsmann? Leipzig est une équipe qui va jouer finalement son premier 8e de finale de son histoire, avec des joueurs quand même assez intéressants. Oui, moi je pense qu'on va opter, on va garder le 3-4-3 ou le 3-5-2. Si on l'affiche en possible 4-4-2. Oui, parce que Upamecano est suspendu. Le français est suspendu. Ça, c'est un problème. Donc, en défense centrale, on va trouver Klostermann et Halstenberg. Alors, qui, avec ces deux-là, probablement Mukiele, qui hier a terminé le match contre le Werder, du côté droit. Le problème, c'est que si on situe Mukiele en défense centrale, donc parmi les 3 défenseurs centraux, qui on mettrait sur la droite, sur le côté droit. Donc ça déplacerait un peu tout le monde. Donc on peut également envisager une compo avec 4 défenseurs, Mukiele sur la droite, Halstenberg, Klostermann et Angelino, le prêté par Manchester City à gauche. Donc Deme a été vendu à Naples. Donc au milieu de terrain, probablement on aura Leimer, c'est sûr. Pour l'instant, c'est Leimer-Sabitzer. Mais donc, si Mukiele vient en défense centrale, Sabitzer serait placé à droite et on ne peut pas exclure que Haidara joue au milieu de terrain avec Leimer. Et du côté gauche, on peut hésiter sur Forsberg qui joue peu ces derniers temps,
ou alors Nkunku. Par contre, offensivement, il y a plusieurs armes. Ici, on a affiché Werner, Olmo, comme au Bayern Munich. Comme au Et Bayern. il y a aussi Schick. Schick qui a joué hier, il peut jouer avec Schick, Werner, et donc à ce moment-là, Olmo serait plutôt en soutien avec Sabitzer. Olmo qui a joué la phase de groupe avec le Dynamo Zagreb. Donc ici, on peut, n'oubliez pas, messieurs, en changeant de club, en hiver, jouer pour 2 clubs différents en Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'il va opter plutôt pour une compo offensive un peu plus, avec plus de précautions, comme au Bayern. Je vois plutôt Olmo et Werner jouer devant. C'est quand même des armes redoutables, ça, Werner, Olmo. Ils peuvent marquer de toutes les positions. Olmo a mis de très beaux buts durant la phase de groupe. Donc voilà, une équipe assez intéressante finalement, peu connue encore aux yeux de l'Europe, mais peut-elle créer la surprise, Manu, à Londres mercredi soir? Est-ce que c'est une surprise déjà? Est-ce que ça serait une surprise? Voilà, ça serait une surprise. Je pense que moi, personnellement, Tottenham est quand même vice-champion en titre. Hein. On sait dans quelles circonstances ils sont arrivés en finale. Et puis, tout le monde n'est pas d'accord. On voit leur parcours actuellement. C'est une équipe qui lutte pour la 4e place. place. Non, c'est vrai que cette lutte sera encore plus acharnée depuis que City est exclu de compétition européenne. Maintenant, c'est vrai que Tottenham est très fort à domicile, mais très faible à l'extérieur. En Première Ligue, ce n'est que la 14e équipe à l'extérieur. Donc, ils ont même fait un match nul chez les derniers, Norwich, je pense. Donc, si Tottenham veut espérer se qualifier, je pense que c'est ici, à domicile, à Londres, qu'il doit faire la différence. Par contre, Leipzig, Nagelsmann joue pratiquement de la manière à l'extérieur et à domicile. Je pense que c'est la meilleure équipe à l'extérieur de Bundesliga. Et la 3e meilleure équipe à domicile. Donc pour eux, ça ne change pas grand-chose. On l'a vu au Bayern, très à l'aise, avec une très bonne deuxième mi-temps, à mon avis. Moi, je suis très intéressé par cette confrontation, qui est une confrontation inédite, qui est sera très équilibrée. Qui ne sera pas tellement vue, j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est une affiche quand même cachée dans l'ombre des meilleures affiches de la semaine. Mais comme tu dis, Leipzig est une équipe inédite, qu'on n'a jamais vu à ce stade de la compétition. Est-ce que c'est pas plutôt une surprise possible dans l'ensemble du tournoi? C'est pour ça créer la surprise, donc dans le sens-là. Mais c'est vrai que voir Leipzig en quart de finale, c'est inhabituel, parce que c'est inhabituel. Mais pour moi, c'est pas une grosse surprise. Je le disais en début de saison, je ne serais pas étonné, grâce à un tirage favorable, plutôt favorable, de voir Leipzig en quart de finale, parce que c'est une équipe qui se renforce chaque année d'année en année. Ils ont un très bon entraîneur qui est promis à un grand avenir. Ils ont de très bons joueurs. C'est un véritable collectif. Ils savent à quoi ils jouent. Et donc, je pense qu'ils ont les moyens de faire mal à Tottenham. Après, pour moi, le seul petit bémol peut-être pour Leipzig, c'est le fait d'avoir perdu Deme. Ça a été quand même un des transferts surprises parce que c'est un joueur, il était souvent capitaine, milieu de terrain. C'était un joueur super important dans la première partie de championnat, de Ligue des Champions aussi. Et donc, il faudrait voir un peu comment l'équipe va réagir. Mais sinon, voilà, pourquoi pas faire un coup à l'Ajax comme Leipzig. Pourquoi pas. Je pense pas qu'ils ont nettement moins fort que l'Ajax de l'année passée. Je pense un petit cran au-dessus quand même, en dessous. Au niveau talent pur, oui. Au niveau talent pur, individuellement, l'Ajax est un peu meilleur. Mais collectivement, c'est une équipe qui peut poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Ouais, je pense aussi. On verra. Donc mercredi soir sur la pelouse de Tottenham et face à Mourinho. Pronostic en fin d'émission, même si celui-là, il ne va pas être facile, à mon avis. Dernier match, c'est l'Atalanta Bergame qui reçoit Valence. Petite remarque, l'Atalanta s'est imposé hier 2-1 face à la Roma et qui fait un petit trou sur les Romains pour la course à la Ligue des Champions. Ils ont 6 points d'avance sur Rome qui est 5e. Bruno, à quoi s'attendre mercredi soir? J'ai mis une compo qui ressemble beaucoup à celle utilisée cette saison. C'est plutôt aussi celle d'hier face à Rome. Oui, c'était celle d'hier. D'ailleurs, c'est la preuve aussi que quand on voit l'équipe le samedi, ok, c'était un match très important, mais c'est aussi la preuve que c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui fait jouer tous ses titulaires le week-end hier, avant il l'avait dit, c'est quand même un match très important. C'est quand même un match pré-qualificatif de Ligue des Champions. Ils ont fait le trou, la mission est réussie. C'est pour ça qu'ils avaient mis une compo titulaire. Donc ça devrait aussi ressembler à ça. Ça devrait ressembler beaucoup à ça. Avec un Zapata qui est en train de revenir aussi. Il a été longtemps blessé pendant la première partie.
Ça, on l'a pas trop vu puisqu'on a vu un Pasalic qui a été énorme la première partie de saison. Ouais. Qui Pasalic est rentré hier. Qui est toujours très très fort. Il est rentré sur sa première touche. Il marque. Il offre le 2-1 pour l'Atalanta. Donc oui, une composition classique avec un milieu de terrain très hollandais, allemand, suisse, très germanique, très costaud, mais avec des joueurs qui ont une qualité technique comme De Roon, qui pour moi, je pense qu'on va beaucoup en parler cet été parce que il est quand même très 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 solide. Il a une capacité. Il peut faire la paire avec De Jong ou Wijnaldum. Une capacité de changer le jeu aussi vraiment impressionnant. Donc voilà, une équipe assez classique. Je pense que le seul doute qu'on peut avoir par rapport à ce que tu disais sur Zapata, c'est que Papou Gomez soit placé comme deuxième attaquant, comme il le fait souvent. Et à ce moment-là, c'est Pasalic qui jouerait en soutien d'attaque. Ouais. C'est ainsi qu'ils avaient terminé le match d'hier, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a une défense à 3 qui est typique aussi de l'Atalanta. Jim City, Palomino, Toloi. Palomino, hier, c'est un petit peu troué face à Dzeko, mais on retrouve quand même les 3 mêmes souvent alignés avec Golini dans les buts. Alors ici, on voit Gomez, Zapata, Ilicic, mais messieurs, ça tourne beaucoup, ça change de dispositif. Parfois, Gomez peut s'excentrer sur la gauche, Ilicic sur la droite, comme on l'avait vu à l'Inter Milan, il me semble, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est une équipe bien calibrée, très offensive. Il y en a qui sont charmés au point de parler d'un remake de l'Ajax l'an passé. Est-ce que c'est possible de voir l'Atalanta aussi fort Pas aussi fort, mais offensivement, c'est un peu quand même... Il ne faut pas s'emballer non plus. Ils ont quand même reçu 5 buts contre la City. surprise de la Champions, ça c'est sûr. Mais déjà, ils se qualifient de manière très très chanceuse. Miraculeuse presque. Et à Shakhtar. Et puis, moi je pense une équipe qui a les moyens de faire du mal à ces équipes de Valence. Donc elle peut très bien se qualifier, mais je pense que les quarts de finale, c'est le maximum auquel ils peuvent aspirer. Je pense que déjà l'Atalanta a de très très loin pour sa première participation, comme Leipzig a réussi sa saison des champions amplement. Et sans doute ils vont la rejouer l'année prochaine. Donc voilà, rien n'est dramatique s'il y a élimination ici face à Valence. Valence, Manu, à quoi s'attendre mercredi soir? Parce qu'il y a des absents. Pas facile. En fait, la phase de groupe a laissé des traces. Pas que la phase de groupe. Donc, la défense centrale titulaire n'est pas là. Gara et Paulista. C'est Mangala et Diakabi qui vont jouer à leur place. Et évidemment, c'est un gros problème parce que on peut dire que les 2 joueurs les plus en vue de la phase de groupe, du côté de Valence, c'est Paulista et Garay qui quand même forment une paire d'arrière centraux très très solide. Et à tout niveau, Mangala et Diakabi sont à avoir 2 crans en dessous au niveau du placement, au niveau de la relance, etc. Deuxième interrogation, c'est au milieu de terrain, qui pourra accompagner Parejo? Est-ce que ça sera Kondogbia? Mais Kondogbia sort d'un match difficile à Getafe, à l'extérieur, où Valence a pris un 3-0. Ou Coquelin, moi je pense que Coquelin va être titularisé. Mais bon, là on peut vraiment hésiter. Sur les côtés, je pense qu'il va faire confiance à Ferran Torres qui est en grande forme et Soler. Et puis devant, l'attaque aussi une interrogation. Oui, devant Maxi Gomez certainement. Et sûrement il va compter sur l'expérience de Rodrigo qui avait été décisif notamment à Chelsea et à l'Ajax. Donc je ne pense pas qu'il va se passer de cet homme-là. L'autre possibilité, c'est de renforcer le milieu de terrain face à Atalanta et donc de jouer avec Coquelin, Parejo et Kondogbia, mais à ce moment-là, ça serait au détriment d'un avant. Et comme Soler ou Rodrigo ferait les frais de cette opération. Mais je doute parce qu'il joue rarement avec ces 3 milieux de terrain. Alors, Manu, tu as pointé un élément intéressant côté Valencien. C'est le jour et la nuit à l'extérieur entre la Liga et la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, 3 matchs à l'extérieur donc durant la phase de groupe. Regardez-moi cette performance, 0-1 Chelsea, 0-1 l'Ajax, c'est exceptionnel. 1-1 à Lille, nul mérité pour Lille, ils avaient bien poussé. Regardez en Liga, les 5 derniers matchs à l'extérieur, incroyable. Battu 4-1 en Liga à Majorque, c'était 4-0. En coupe, 2 matchs à l'extérieur chez des équipes de division inférieure. Logronès, ils sont imposés 0-1. Leonessa, 0-0, ils se qualifient au tir au but. Mais bon, voilà, c'est 0-1, 0-0. Et puis 2-1 battu en coupe, encore une fois, à Grenade. Et il y a 2 semaines, Manu, la catastrophe à Getafe, 3-0. Donc finalement, quand on remarque là, si on prend les 3 matchs de Liga, c'est 3 défaites à l'extérieur. Majorque et Getafe, donc les 2 matchs de Liga, désolé. Et en Ligue des Champions, c'est aller battre des ténors comme l'Ajax, comme Chelsea. Comment on explique cette différence? C'est le paradoxe de ce Valence qui est très à l'aise pour jouer en bloc bas. C'est ce qu'ils ont fait à l'Ajax et à Chelsea et à Lille aussi.
Maintenant, en Liga, c'est tout le contraire. C'est une équipe qui est très forte à domicile. C'est la 3e meilleure équipe de Liga. Ils ont battu le Barça, ils ont failli battre le Real. Avec 27 points. Par contre, à l'extérieur, ce n'est que la 10e équipe de Liga. À l'extérieur, ils encaissent en moyenne 2 buts par match. Donc voilà. C'est pas l'Atalanta qui va se priver. Même si l'Atalanta ne joue pas vraiment à domicile, donc c'est une équipe qui. Oui, et facteur important, il joue à San Siro. Il joue à San Siro, c'est une équipe assez faible à l'extérieur. On l'a encore vu à Retafe avec une prestation complètement indigne, non seulement d'une équipe de Ligue des Champions, mais même d'une équipe de Liga. C'était le néant absolu à Retafe. Maintenant, lorsqu'on voit les blessures dans l'axe central, moi je suis assez pessimiste sur cette équipe de Valence. Donc voilà, moi je pense qu'on ne doit pas trop se fier par rapport aux résultats qu'ils ont eu en Ligue des Champions. Ça ne reflète pas les forces et les faiblesses de cette équipe de Valence actuelle à l'extérieur. Donc avec la question, peut-on dégager un favori pour cette rencontre? Toi, tu vas dans le sens de l'Atalanta complètement. Pour moi, à l'heure actuelle, vu les absences de la charnière centrale, vu les deux de cette équipe de Valence à l'extérieur, vu la dynamique positive de l'Atalanta, même si l'Atalanta est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. En Serie A, c'est la 2e meilleure équipe à l'extérieur, derrière l'Inter, tandis qu'à domicile, ils ont été battus 4 fois. Alors qu'ils n'ont été battus qu'une seule fois à l'extérieur à Bologne. Donc Patrick, toi aussi, Moi aussi, favori. Donc il passe de 0-9 à favori pour se qualifier. Favori parce qu'il y a cette dynamique, comme Manu l'a dit, cette dynamique en championnat qui fait qu'ils sont sur un nuage parfait et qu'en Ligue des Champions, pour moi, Valence a peut-être certaines armes pour faire mal à l'Atalanta, mais je pense qu'à l'Atalanta, il y a un groupe tellement solide. Ouais. Et l'entraîneur. Mais attention, ça joue à San Siro. Moi, je dis que c'est non, pas la même chose du tout. Moi, je pense c'est pas la même chose du tout. Ça change. Parce que leur petit terrain là, qu'on a vu hier face à Rome, face à la Juve, vous avez une première heure de jeu incroyable aussi également. Oui, mais c'est sur ce petit terrain qu'ils ont été battus par la Spal, également par Cagliari. Donc même le fait qu'ils jouent à San Siro, pour moi, ça reste le match le plus indécis quand même. Après, c'est la Champions League aussi. Les psychiques. Ah ouais. Ouais, parce que là, vraiment, je ne sais pas sur quoi. Ici, on sent le genre de match que ça va être, avec une équipe d'Atalanta qui va mettre la pression, qui va pousser, qui va dominer complètement cette équipe de Valence, qui va jouer en bloc bas. Et après, il faut faire attention à Valence. Valence, c'est quand même une équipe, comme tu l'as dit, avec un paradoxe Champions League, championnat. Et c'est souvent des équipes qui, en championnat, sont en difficulté. En Ligue des Champions, sur des matchs spectaculaires. Regardez Naples. Tout est possible aussi avec Valence. Je crois que Valence va chercher à encaisser le moins possible et d'essayer de marquer ce petit but, comme ils l'ont fait à Chelsea, à l'Ajax. Mais je ne vois pas Valence tirer plus de 3 fois au but. Surtout quand je vois la défense de l'Atalanta hier, c'était quand même très solide, malgré la petite erreur de Palomino qui, en début de mi-temps, fait le 1-1. Donc ça montre aussi l'esprit de cette équipe-là pour le moment. Donc voilà, une défense très solide, avec un Toloi très très bon pour le moment. Le problème, c'est qu'il essaie de partir de l'arrière. Hier, Palomino était mis sous pression par Dzeko. Il a voulu contrôler, voilà, il a perdu le ballon. On essaie de partir de l'arrière, de prendre des risques. Mais évidemment, ils l'ont payé. Bon, finalement, ça n'a pas eu de répercussions sur le résultat final. Allez messieurs, on passe au petit jeu donc, du jour. Les pronostics pour ces matchs allés, non pas pour la qualification. On va aller dans l'ordre des matchs de l'émission. On commence par Dortmund, PSG. Manu, c'est parti. 1-2. Patrick. 2-1 pour Dortmund. 2-1 pour Dortmund. 3-1, comme j'avais dit. Donc 2 victoires Dortmund, une victoire PSG. Oui. Moi, je vais dire 2-2, match nul. D'accord. Donc Dortmund favori pour ce match aller selon la table. Très bien. Deuxième match, Atlético, Liverpool. 0-1. 0-0. 0-1 aussi. 0-1 aussi, donc victoire de Liverpool selon la table. Le plus indécis selon Manu maintenant, Tottenham, Leipzig, Manu. 1-1. Ouais. 1-2 pour Leipzig. 1 partout aussi. 1-3 pour Leipzig, donc les Allemands favoris sur la table. Et enfin, le quatrième match, Atalanta à Valence. 1-0. 1-0 aussi. 2-0. 0-1. Je vais faire créer la surprise pour Valence dans la lignée de l'Ajax. Très bien, messieurs. Merci Manu, merci Patrick et merci Bruno d'avoir participé à cette édition spéciale Ligue des Champions. Il y aura une deuxième partie la semaine prochaine concernant les autres matchs. Pour vous qui nous écoutez, je rappelle que vous pouvez trouver l'émission en podcast sur le www.radiocharleking.be et sur la chaîne YouTube What de Foot. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le preview des 4 derniers matchs et 8e de finale. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.